Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. 3 ans de conflit en Syrie et des images terribles d'enfants au visage émacié et de milliers de personnes attendant désespérément de l'aide et de la nourriture. Le bilan humain est dramatique et sur le terrain, le régime syrien est à l'offensive face à une rébellion morcelée. La communauté internationale, quant à elle, reste spectatrice et impuissante. 3 ans après le début de la guerre, les images dans ce journal. Une communauté internationale préoccupée par la situation en Ukraine. Les dirigeants européens et américains rejettent le référendum ce dimanche sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Et les bruits de bottes en provenance de Moscou se sont multipliés cet après-midi sur la frontière orientale de l'Ukraine. La pression est maximale. Nous en parlons ce soir avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Il est l'invité du 22h. Rien n'a signalé, jurent les conseillers de l'Élysée. Si le président Hollande a bien reçu la garde des Sceaux, c'était dans le cadre d'un entretien prévu de longue date. Christiane Taubira en est ressortie souriante et à vélo. Et tout au long de la journée, la majorité a tenté de reprendre la main pour soutenir la ministre fragilisée et remettre la pression sur l'UMP, mise à mal par l'annonce d'une enquête préliminaire sur des soupçons de surfacturation. Les 3/4 de la France métropolitaine ont en alerte maximale à la pollution. En Ile-de-France, les transports en commun seront gratuits, sachez-le, jusqu'à dimanche pour encourager les automobilistes à délaisser leur voiture. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La majorité unie pour prendre la défense de Christiane Taubira, fragilisée par ses déclarations contradictoires sur les écoutes judiciaires visant Nicolas Sarkozy. La garde des Sceaux a été reçue cet après-midi à l'Élysée où a eu lieu un étrange ballet, puisque le sénateur socialiste et spécialiste des questions de justice, André Vallini, a également eu une entrevue avec le président. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs de remaniement, aussitôt démenti. Les détails avec Julien Cholin. Un peu avant 17h, Christiane Taubira sort de l'Élysée. Sourire aux lèvres, l'air décontracté, manière de répondre à ceux qui exigeaient sa tête. Les portes du palais s'ouvrent, la ministre repart à vélo. Christiane Taubira peut regagner son ministère. Le terme d'une journée d'incertitude pour la garde des Sceaux. Une journée marquée avant tout par la contre-offensive du gouvernement. Affaire Tapie, affaire Taquiedine, affaire Copé, affaire Buisson, etc. Pas de compte de campagne qui soit validé. Tout ça est effectivement très très lourd. Et on a une droite qui essaye de renvoyer toutes ces affaires-là sur une garde des Sceaux qui aurait dû dire ou pas dire. Elle a évidemment sa place dans le gouvernement et les juges ont une mission. Établir la vérité et la vérité des faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy. Opération relayée par la majorité parlementaire. Comment, quand on est un responsable politique, un ancien président de la République, éprouve-t-on le besoin d'ouvrir une ligne téléphonique sous un faux nom? Vous savez, la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était les dealers de la cité Cordon en face de chez moi à Saint-Ouen. Reste à voir si cette fois la communication du gouvernement permettra oui ou non de sauver l'image du gouvernement à 10 jours des municipales. Et après avoir réussi à renverser l'affaire des écoutes contre la majorité, eh bien l'UMP se retrouve de nouveau sous pression. Une enquête préliminaire sur des soupçons de surfacturation par la société Big Malion a été ouverte aujourd'hui. Jean-François Copé se dit serein tout en accusant le ministre Michel Sapin d'en avoir été informé à l'avance. On voit tout cela avec Quentin Calmet. 10h ce matin au siège de l'UMP, aucun commentaire ne filtre. Le parti publie ce communiqué. L'UMP accueille avec sérénité l'ouverture d'une enquête qui permettra de tordre le cou aux allégations calomnieuses et mensongères du Point. Cette enquête fait suite aux accusations de l'hebdomadaire en date du 27 février dernier. Le Point accusait alors Jean-François Copé de s'être entendu avec les patrons de l'agence de communication Big Malion. Un accord afin de surfacturer le coût des meetings de campagne de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2012. Ces facturations, payées le double des tarifs habituels selon le magazine, et qui pourraient faire l'objet d'une infraction pour faux, abus de biens sociaux et abus de confiance. Selon Gérard Davet, journaliste au Monde, au centre de l'affaire, il y a le rôle trouble joué par les dirigeants
de la société Big Malion. Cette société a été fondée par Bastien Millot et Guy Alves. Guy Alves était chef de cabinet de M. Copé. Bastien Millot est l'un de ses très très proches. Un corollaire à tout cela, c'est que quand on travaille avec des sociétés amies, il faut que tout soit absolument parfait, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute. En l'occurrence, il y a l'ombre d'un doute. Cet après-midi, Jean-François Copé a dit prendre acte de l'ouverture de cette enquête. Le parquet de Paris a chargé l'Office central de lutte contre la corruption de l'enquête. Cette branche de la police judiciaire pourrait auditionner les responsables de l'UMP et vérifier les comptes du parti facture par facture. La suite du 22h et c'est la chronique économique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. On va revenir sur les grandes manœuvres qui se poursuivent dans la téléphonie mobile. Oui, alors parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'enjeu, c'est de mettre la main sur un opérateur télécom qui s'appelle SFR. SFR a une holding qui s'appelle Vivendi. Il veut se débarrasser d'SFR pour aller investir ailleurs. Et effectivement, les enchères montent, puisque ce matin, Bouygues, qui a lorgne sur SFR, a posé une offre en 850 millions d'euros de plus, et le concurrent, qui veut également mettre la main sur SFR, Numéricable, a lui, en fin d'après-midi, déposé une offre supérieure 850 millions d'euros. Ce marché, c'est 15 milliards d'euros. C'est la valeur de SFR. Et là où le débat commence, c'est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a 4 opérateurs en France, comme il y a 4 opérateurs en Allemagne, comme il y a 4 opérateurs en Italie, comme il y a 4 opérateurs au Royaume-Uni. Si Bouygues l'emporte, si Bouygues achète SFR, ça fera Bouygues SFR, et puis à côté Free, et puis Orange de l'autre côté. Donc il n'y aura plus que 3 opérateurs. Si c'est Numéricable qui l'emporte, il y aura toujours 4 opérateurs. Or, le problème pour les consommateurs, c'est que s'il y a moins d'opérateurs, il y aura donc moins de concurrence à l'intérieur du marché de la téléphonie mobile. Or, l'exemple autrichien montre, quand on passe de 4 opérateurs à 3 opérateurs, généralement, les prix augmentent de 10%. Donc, l'opération Bouygues sur SFR serait plutôt préjudiciable aux consommateurs parce qu'il n'y aurait plus que 3 opérateurs dans ces conditions. Et quel est le rôle de l'État, Jean-Louis, en particulier, le rôle du ministre Arnaud Montebourg? Alors, le rôle du ministre a publiquement pris position pour Bouygues. Et ça, c'est un petit peu étrange parce que, effectivement, apparemment, comme je viens de l'expliquer à l'instant, c'est mauvais pour les prix des télécommunications. Et là, le fait que le ministre prenne une option sur Bouygues montre qu'il y a un changement de philosophie dans la politique économique du gouvernement. Parce que du temps de M. Sarkozy, le mot d'ordre, c'était concurrence, concurrence, concurrence. Et donc, d'ailleurs, en 2012, on a fait rentrer un nouvel opérateur qui s'appelle Free, et les consommateurs en ont profité, puisque depuis qu'il est là, les prix ont baissé de 20%. Or, voilà maintenant qu'on change complètement d'orientation, on dit non, 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 4, c'est beaucoup trop, il en faudrait plus que 3. Donc il y a un véritable changement. Pourquoi? Parce que la guerre des prix qui a profité aux consommateurs rogne les marges des opérateurs. Il y a eu des problèmes d'emploi, des problèmes de manque d'investissement parce qu'il y a moins d'argent. Et à partir de là, on se dit, mais la concurrence, d'accord, mais pas trop. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est qu'aujourd'hui, Bouygues, c'est français, Orange, c'est français, Free, c'est français, et SFR, c'est français, mais Numéricable, c'est français, mais l'actionnaire de Numéricable est coté à Luxembourg, il est franco-israélien et il est domicilié en Suisse. Et M. Montebourg doit se dire, mais enfin, pour voir s'il respecte les engagements divers et variés que je vais lui demander, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc d'un côté, concurrence, oui, mais pas trop. Pas trop, oui. Mondialisation, oui, mais pas trop. Merci beaucoup Jean-Luc Gombaud pour votre analyse. Merci à vous. La suite du 22h et dans quelques instants, notre invité ce soir, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, pour évoquer une actualité internationale riche et grave avec la Syrie, 3 ans de conflit déjà. Et puis, les bruits de bottes russes en Ukraine avec l'échéance ce dimanche du référendum en Crimée, alors qu'on apprend à l'instant qu'un partisan pro-Kiev a été tué dans des heurts à Donetsk. On va donc en parler dans quelques instants avec Hubert Védrine, mais d'abord, le tour de l'info, il est signé ce soir Agathe Pécastin. Le niveau d'alerte aux particules fines est toujours à son maximum à Paris. C'est aussi le cas dans le nord du pays, les départements de l'Ouest et les régions Centre et Rhône-Alpes. Le trafic routier et les hautes températures de ces derniers jours en sont la cause. Ce qui est recommandé, c'est d'éviter la pratique du sport de manière très intense, du style compétition.
pour la population générale. Après, pour les personnes plus sensibles et asthmatiques, c'est un petit peu d'adapter en fonction de leur état de santé. Pour inciter les automobilistes à abandonner leurs véhicules, les transports en commun en Ile-de-France seront gratuits de vendredi matin à dimanche soir. Pour les plus sportifs, les Vélib sont mis en libre service. Il a choisi de célébrer sa première année de pontificat loin des projecteurs. Le pape François débute sa semaine de retraite spirituelle et invite ses fidèles à prier pour lui via Twitter. Une fois encore, celui qui a été élu personnalité de l'année choisit un mode de communication très actuel, un style qui dénote et surtout qui plaît. Peut-être la fin de la série noire pour Dassault Aviation. Son président, Éric Trappier, a confirmé que les négociations avec l'Inde pour la vente de 126 Rafales sont terminées. Un contrat juteux de plus de 8 milliards d'euros pourrait être conclu. Autre élément important de l'accord, le transfert de technologie pour fabriquer l'avion de chasse français. En pratique, le Rafale devrait être majoritairement conçu en Inde. Hasard ou pas du calendrier, l'audition de Serge Dassault par les juges, initialement prévue aujourd'hui même, a été reportée. Un bien triste anniversaire. La Syrie entre samedi dans sa 4e année de conflit. Un conflit qui a déjà fait plus de 140 000 morts. Les affrontements sont quotidiens, la bataille des images aussi. Hier encore, le président Bachar al-Assad s'est rendu dans un centre de réfugiés près de Damas, sous le regard des caméras d'État. Le médiateur international en Syrie accuse le régime d'employer des manœuvres dilatoires pour retarder les négociations de paix. Les autorités internationales attendent beaucoup du prochain scrutin présidentiel, toujours prévu pour mai ou juin prochain. La suite du 22h avec notre invité ce soir, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes également l'auteur de ce livre, La France au défi, chez Fayard. On va en parler en détail. Mais d'abord, cela fait 3 ans. 3 ans que la Syrie connaît la guerre, 3 ans de violence, de combat entre le régime syrien et une opposition morcelée, mangée par les djihadistes. On a l'impression d'assister à un statu quo tragique, à une impasse partie pour durer. C'est votre sentiment ? Oui. Oui, c'est vrai. Ce qui fait que le contraste entre ce que les Occidentaux et les Européens en général, et la France en particulier, qui pensent avoir un rôle spécial à jouer dans les affaires internationales, pas simplement défendre des intérêts, mais défendre des valeurs, des principes, ce qui a été vrai souvent d'ailleurs. Le contraste entre ça et ce que ressent avec intensité une grande partie de l'opinion en France, surtout quand on voit l'atrocité de cette guerre civile. Les guerres civiles sont toujours atroces, mais enfin, il y a des degrés dans l'atrocité. Et puis la réalité de ce que l'on peut faire ou pas, c'est terrible. C'est vraiment désespérant et c'est perturbant en même temps, parce que on invoque souvent en France, dans les médias ou dans la politique, la communauté internationale. On se dit, mais où elle est ? Où elle est ? Mais la communauté internationale, c'est un joli terme, mais c'est plutôt un objectif qu'une réalité. Sauf quand elle s'incarne dans le Conseil de sécurité, que c'est 5 membres permanents, sauf que là, précisément, les Russes, notamment un petit peu la Chine derrière, ne veulent pas voter des mesures au titre du chapitre 7 qui permet l'emploi de la force, parce qu'ils sont absolument hostiles à tout ce qui est changement du régime par la force. Et ils reprochent d'ailleurs, dans l'affaire de Libye, que ça a conduit à ça. Donc à ce blocage, donc une partie de l'opinion se dit, est-ce qu'il ne faut pas agir malgré tout, sans ça? Oui. Mais vous avez dit que la communauté internationale joue sa crédibilité sur la Syrie. Non, alors, quelle crédibilité? Non, ce que j'avais dit à un moment donné, au mois d'août dernier, c'est qu'au point où on en était, c'était juste avant les non-frappes. Alors j'expliquais qu'en gros, toutes les idées d'ingérence et autres, ça marche de moins en moins, que l'Occident devra se résigner à traiter sur une base pluraliste avec les émergents, le monde est plus complexe qu'avant. Mais je dis au point où on en est, face à l'atrocité des choses, face aux engagements pris par les dirigeants américains, britanniques et français, ça serait encore pire de ne rien faire. Donc même si ce n'était pas tout à fait ma première réaction, je m'étais rallié à l'idée qu'une frappe ponctuelle, pour rétablir le rapport de force militaire, peut être obligée à une négociation politique, pouvait avoir un sens. Bachar al-Assad n'est pas tombé. Elle n'a pas eu lieu. Mais je ne parlais pas de communauté internationale, parce que précisément, elle n'existe pas encore. Est-ce que c'est une victoire à la Pyrrhus pour Bachar al-Assad? À la Pyrrhus, non, il est là pour le moment. Pour le moment, c'est une victoire, parce qu'il n'est pas tombé. Oui. Donc tous ceux qui s'étaient convaincus qu'il allait tomber rapidement, comme c'était le cas pour Ben Ali et Moubarak, qui donc avaient sous-estimé, c'est pas une critique, hein, c'est très compliqué tout ça, mais ils avaient sous-estimé la complexité de la société syrienne. Le fait qu'il y ait énormément de minorités, qui au total sont importantes, qui depuis le début ont encore plus peur d'un régime, disons, sunnite, extrémiste, que de ces régimes atroces, actuels, quelle que soit la cruauté de la répression. C'était sous-estimé, ça. Le degré d'engagement de la Russie était sous-estimé.
pas uniquement parce qu'il y a une base militaire qui peut être importante pour eux, mais il y a un élément de face, et on le voit bien par la suite des événements dans le monde, à quel point la Russie... Sur ce dossier la clé reste blocage, la Russie, en fait. même s'il y a une allergie anti-russe en ce moment, de la part de l'Occident, entre guillemets. Si on oubliait l'Ukraine un instant, mais c'est impossible en fait, on se dirait, dans l'affaire syrienne, avec le temps, il n'y a pas de raison que les Russes se sentent absolument engagés par rapport à Assad en particulier. Ils pourraient comprendre que leurs intérêts pourraient être tout à fait bien préservés, stratégiques et économiques, avec une autre situation, autorisant un changement de régime, peut-être une évolution, une transition. Parce que la Russie n'est pas, entre guillemets, mariée avec ce régime sanguinaire. Non. Elle n'est pas liée. Non. Elle pourrait s'en défaire. La mesure de son intérêt, c'est pas ça en fait. Donc ça devrait pouvoir évoluer. Mais compte tenu de la dégradation accélérée de la relation entre les Occidentaux et la Russie de Poutine en ce moment, à cause de l'affaire ukrainienne, c'est encore plus illusoire maintenant de penser qu'on va pouvoir ramener la Russie à être un partenaire constructif, même si elle l'a été au moment où Obama s'est rendu compte que s'il allait devant le Congrès, il risquait d'être désavoué, donc il a calé au dernier moment, laissant un peu la France en plan. Et à ce moment-là, la Russie a fait une proposition utile pour la neutralisation des armes chimiques du régime. C'est déjà ça. Bon. Mais on peut penser qu'ils allaient aller au-delà dans cette direction, et peut-être sur l'Iran aussi. C'est très important. Est-ce que c'est encore compatible avec ce qui est en train de se produire sur l'Ukraine? Je ne suis pas sûr. Donc malheureusement, là, ce petit espoir ténu d'évolution sur la question syrienne n'est même pas réel en ce moment. Donc on est ramené aux réalités du terrain, dans lequel le régime ne contrôle pas tout le pays, mais enfin, il n'est pas tombé, en fait. Et il n'y a aucune évolution en vue, sauf de renforcer quand même l'opposition démocratique, l'aider à mieux s'organiser, à se préparer aux événements le jour venu, mais on ne sait pas quand. Vous voyez, c'est quand même dur à avaler, hein. À avaler, et avec des situations de misère, de famine et des images terribles que nous avons vues tout à l'heure d'enfants et de milliers de personnes qui attendent désespérément de l'aide et de la nourriture. Le compte à rebours a commencé avant le référendum de dimanche, et là je parle de l'Ukraine, qui va sans surprise acter le rattachement de la Crimée à la Russie. Est-ce que c'est une annexion programmée contre laquelle nous ne pouvons rien? Alors, il y a deux choses. Moi, je pensais jusqu'à il y a quelques jours que, compte tenu du fait que les sanctions ou les menaces de sanctions entraîneraient des contre-mesures et que tout ça allait aboutir à une sorte de blocage qui n'était ni dans l'intérêt des Occidentaux, ni de la Russie, ni de l'Ukraine, ça, je pensais que des freins allaient jouer et pour limiter l'escalade. Et que l'Allemagne en particulier allait trouver une position un peu médiane par rapport à ça. D'un autre côté, je voyais bien que pour Obama, c'est une occasion formidable. Alors, lui qui est accusé d'être faible, de manquer de leadership, lui qui aura besoin du Congrès quand il faudra faire soutenir ou ratifier le moment venu l'éventuel accord sur l'Iran, qui pour Obama est beaucoup plus important que tout le reste. Donc il a besoin de démontrer sa force, son leadership. Il le fait, c'est aucune conséquence négative pour lui. Les relations économiques Russie et États-Unis ne pèsent pas de son point de vue. Est-ce qu'il obtient des résultats en montrant ses muscles, Barack Obama? Non. Enfin, non. Ce qui est en train de se passer, c'est que justement, je reconnais que moi je croyais qu'on pouvait désescalader. J'ai même formulé quelques propositions. J'ai vu d'ailleurs que après que ça rejoignait... Vous avez parlé d'une Ukraine fédérale accordant une autonomie quasi totale à la Crimée et une proclamation de neutralité de l'Ukraine entre l'Occident et la Russie. Une sorte de finlandisation. Voilà. Et puis je proposais aussi qu'il y ait des garanties très précises par rapport aux minorités, les Russes, les russophones, les Tatars, etc. Alors j'ai vu après qu'il y avait une proposition Kissinger qui était assez proche, et que Brzezinski, que je n'ai pas vu avant, et ce qui m'étonne d'ailleurs de sa part, parce qu'il a toujours été très, très polonais d'esprit, donc très, très anti-russe, très militant, ils ont parlé de finlandisation tous les deux. Et en fait, on se rejoint sur la même idée, dans l'idéal, mais est-ce que c'est encore atteignable? Je ne sais pas. Il faudrait que l'Ukraine, au lieu d'être une pomme de discorde, soit un pont. Mais cela dit, les mécanismes tournent. Poutine n'a pas du tout intérêt à ralentir ce qui se prépare en Crimée. Sa popularité a rebondi, parce que pour tous les Russes, il n'y a aucun doute. La Crimée est russe, point. Elle a été mise artificiellement du côté ukrainien par Khrouchtchev. Il faut réparer une qu'elle rejoigne la grande Russie, entre guillemets. Historique. Oui. Il y a encore une toute petite nuance entre le fait que les habitants de la Crimée votent pour le rattachement, c'est probable, il y a une majorité de Russes en fait, et l'acte. C'est pas une mascarade de référendum, pardonnez-moi. Il y a une vraie campagne pour le oui et le non en ce moment. On aura du mal à contester le fait que les habitants de la Crimée, qui sont à 60% russes, n'aient pas dit oui. Et donc nous, les Occidentaux, on aura du mal à nous retrouver dans les principes variés qu'on invoque à géométrie variable selon qu'il s'agit du Kosovo ou bien de la Crimée, etc., etc. Bon, mais cela dit, ça ne fournit pas une solution, ça. J'allais dire, il reste encore entre les deux
dans le moment après le vote, Poutine n'est pas obligé automatiquement d'accepter le rattachement à la Russie. Donc s'il devait y avoir une négociation, ça pourrait être là, en disant les habitants de la Crimée de façon claire veulent être avec les Russes, mais on va respecter quand même l'intégrité de l'Ukraine, à condition que l'autonomie presque totale soit donnée à la Crimée. Il pourrait y avoir une toute petite marge de négociation. Une fenêtre de tir à ce moment-là, donc après le référendum éventuellement. Ce que je dis est un peu trop optimiste, mais c'est votre question qui m'y incite. Et je pense que les différents dirigeants occidentaux qui parlent russe vont essayer d'explorer cette petite piste. Mais après, moi je n'exclus pas que les uns et les autres aient une sorte d'intérêt, non pas la guerre froide, hein, c'est ni la guerre chaude ni la guerre froide, c'est pas ça, mais à une sorte comme ça, de position en chien de faïence, où les deux ensemble se regarderaient avec des propos venimeux, et après ça se bloque. C'est pas forcément gênant pour Poutine, c'est pas gênant pour les dirigeants européens qui montrent une fermeté comme ça. Favorable, qui arrangerait tout le monde peut-être. Pas favorable, mais que personne n'a intérêt à faire évoluer tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à une sorte d'enquistement comme ça, une sorte de paralysie symétrique? C'est une question que je me pose maintenant, mais nous verrons après le référendum, dans les prochains jours. Parlons de votre livre, Hubert Védrine, La France au défi. Pour ce livre, vous partez d'une situation, d'un constat. La France a du potentiel, même un potentiel inouï. Mais pourquoi on est si pessimiste alors? C'est ça le nœud du sujet. Alors, c'est pas du tout sur l'international, hein, c'est pas du tout sur la géopolitique. Mais à force de voyager partout et tout le temps, je me suis dit, c'est quand même incroyable que les Français, alors que ce pays a un potentiel inouï, puis c'est déjà sorti de situations bien pires, historiquement, mais c'est un des pays les plus pessimistes au monde. Les Français sont plus pessimistes. Voilà. Vous vous rendez compte? Les Français sont plus pessimistes sur l'avenir de la France que les Afghans sur l'avenir de l'Afghanistan. Donc il y a un bug quelque part. Bon. Donc c'est le centre de ma réflexion au début, en tout cas. Enfin, il y a le constat de la situation économique, ce que dit la Cour des comptes, la Commission, etc. Puis après, je dis, pourquoi ce blocage? Alors il y a plusieurs raisons. C'est un pays prétentieux historiquement, qui adore donner des leçons au monde entier, mais qui ne veut en recevoir de personne. Et puis, il y a une conception de l'Europe qui c'est pas ce qui s'est passé. On pensait que ce serait la France en plus grand, qu'on allait diriger tout ça. Et puis, il y a l'excès de la repentance. Autant la lucidité historique est une nécessité absolue, autant l'expiation permanente, surtout quand on ne compare pas l'histoire de France et celle des autres, ça conduit à une espèce d'autodépréciation. Enfin, puis il y a l'inquiétude économique. Tout ça se mêle, se mélange. Et au fond, on aboutit à un pays qui n'arrive même pas à faire les réformes qu'ont fait tous les autres Européens. Donc je cherche le fil d'Ariane par rapport à ça. Ces réformes radicales, il faut le faire, dites-vous. Enfin, vous le pensez peut-être avant qu'on ait le couteau sous la gorge. On l'a peut-être déjà. La Commission, il y a quelques jours, vient de rappeler qu'elle nous avait donné 2 ans, parce que le gouvernement, et le président Hollande et le gouvernement avaient été convaincants, donc on a eu 2 ans pour faire les réformes attendues. Ça fait bientôt 1 an, ils disent attention, il n'y a toujours rien. Et alors, comment l'expliquer? Il y a un engagement qui n'est pas un engagement parce que les Allemands ou la Commission nous embêtent. C'est un engagement qu'on a pris sous Sarkozy et sous Hollande, donc c'est consensuel, pour ramener le poids des dépenses publiques à une dimension gérable qui n'asphyxie pas l'économie, et donc la pression fiscale, etc. Donc il faut un cheminement. Et moi j'arrive à l'idée que, qui n'est pas reprenable par un parti ou par un autre, hein, que comme c'est extrêmement difficile pour la droite seule, on l'a vu, et pour la gauche seule, on le voit aussi. C'est quoi? L'Union nationale? Non. L'Union nationale, on mélange tout, mais c'est la guerre mondiale, c'est pas le cas. Donc j'arrive à l'idée d'une coalition pour la réforme. À un moment donné, pour un temps limité, 3-4 ans, 2-3 ans, sur quelques réformes clés, mais pas sur tout, en fait, on se mettrait d'accord pour désembourber la France. Vous y croyez vraiment? J'y crois, je me force un peu, mais je ne crois pas que ce soit complètement impossible, parce que dans le passé, même dans des moments d'affrontement politique incessants, on a quand même réussi sous la 4e puis sous la 5e République, alors que tout le système électoral conduit à l'affrontement, frontalement, on a quand même réussi à mener des politiques d'aménagement du territoire, d'infrastructures en France, c'est remarquable, de politique familiale, de politique étrangère pendant longtemps, de politique énergétique, de politique de défense. C'est pas impensable complètement. Je prends l'exemple de l'immigration, en réalité, entre des 2 extrêmes, on pourrait. Donc j'ai voulu apporter ma contribution. C'est pas un programme politique caché. Hein. J'ai voulu simplement apporter ma contribution à ce débat. Mais vous voulez quand même peser dans le débat et vous croyez peut-être à l'influence des idées. Oui, c'est ça, oui. Comme Gramsci. Oui, comme Gramsci, vous l'avez sans doute envoyé au président de la République. Je l'ai envoyé à beaucoup de gens, oui, bien sûr. Vous avez un retour de sa part? Je ne parle pas des retours que j'ai. Bon, c'est que vous en avez eu alors. On va revenir en un mot rien dit, mais sur le rôle. C'est pour que ce genre d'idées circule. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne peut pas rester dans cette situation, c'est absurde.
Et puis chaque camp ne peut pas attendre que l'autre se plante. C'est quand même pas tolérable. On va parler de manière générale, pour terminer, du rôle de la diplomatie. Hubert Védrine, je ne sais pas si vous avez vu ce film, excellent film, Diplomatie, avec André Dussolier. Non, je connais la pièce, j'ai pas encore vu le film, que je verrai bientôt, mais On va rappeler aux téléspectateurs qui racontent un moment de l'histoire où, au mois d'août 1944, dans les derniers jours de l'occupation allemande, Paris a failli exploser. C'est grâce au consul suédois Nordling que ça a été évité. On va regarder un extrait et je vous poserai une question ensuite sur le rôle de la diplomatie. Regardez. Pourquoi tenez-vous tant à détruire cette ville, monsieur le gouverneur? Ce ne sont pas vos affaires, monsieur Nordling. Détrompez-vous, si on ne m'avait pas demandé d'entrer en contact avec vous ce matin, je dormirais encore sans me douter de rien. Comme tous ces gens que vous vous apprêtez à tuer dans peu de temps. Vous pouvez arrêter de parler, de gesticuler sans arrêt. Ce sont des civils pour qui cette guerre est une aberration et qui n'ont jamais commis le moindre forfait contre vous. Parmi toutes celles qui vont périr, combien y a-t-il d'enfants qui ont l'âge des vôtres? Vous y avez réfléchi? Laissez-vous! Voilà, André Dussolier, magistral, au théâtre comme au cinéma. D'ailleurs, c'est ça le rôle, l'essence de la diplomatie, tout faire pour ne pas aboutir au tragique, au pire. Dans l'histoire de l'humanité et des relations entre les États, les groupes, les ensembles constitués, les royaumes, tout ça, la diplomatie, c'est un moyen qu'on veut avoir pour ne pas être obligé de faire la guerre. Donc c'est un autre moyen que la guerre. Et ça s'est développé depuis extrêmement longtemps. Après, il a fallu des siècles pour que ça prenne une forme organisée, avec des systèmes, des corps diplomatiques, etc. Mais au départ, c'est ça l'option. Soit je suis vraiment dominant par la force, et donc je gagne, je conquiers par la force, ou alors je négocie. Je négocie par la ruse, l'intelligence, la conviction, etc. Et là, l'élément personnel peut devenir très important. Il donne cette définition de la diplomatie, donc André Dussolier, il dit c'est un mélange de vérité et de mensonge. Oui, il faut savoir mentir. Oui, comme dans la vie sociale. Ouais. Que les gens qui disent comment allez-vous alors qu'ils s'en fichent de la réponse. Donc la diplomatie, c'est une part. Non, parce que les diplomates mentent jamais gratuitement. Ils mentent parce qu'à un moment donné, c'est trop brutal, c'est prématuré de dire la vérité entièrement. Ça va provoquer des réactions qui vont compromettre l'objectif. Donc, si un mensonge utile, c'est là à certains moments. Mais si c'est que du mensonge, ce n'est pas crédible non plus. Donc, il y a une sorte de mélange subtil pour arriver à l'objectif. Un équilibre. Et l'objectif, c'est de trouver une solution sans la force. Vous voyez, et ça, on le voit dans le monde partout, sauf dans les cas où ça ne marche pas. Vous avez cité la Syrie, l'Iran, ça va peut-être marcher. Ce que fait Kerry sur le Proche-Orient, ça va peut-être marcher, on ne sait pas. Peut-être sur Ukraine, Crimée, Europe, ici, ça va revenir peut-être. C'est l'équilibre qu'il faut trouver. Oui. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, La France au défi chez Fayard. Merci à vous. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé cette fois-ci dans l'actualité, mais croqué en dessin par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà pour cette semaine en dessin, notre dessinateur Hervé Baudry, très inspiré. On arrive à la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est le club des municipales. Belle et douce nuit à vous, à lundi avec plaisir bien sûr.